Je vous présente les deux collègues et amis Gaylard Roy de l'Institut franco-européen de chiropratie et Julien Chanessi, professeur au département de chiropratique ici à l'UQTR. Pour ceux qui me connaissent, je navigue beaucoup entre la France et le Québec et je travaille avec l'école de chiro là-bas. Je suis un ancien du département de chiropratique ici. Et ça me fascinait toujours de voir les défis, puis comment on les surmontait dans chacune des cliniques, et particulièrement quand on essayait des projets. Peut-être qu'on aurait dû éviter Sébastien avant de commencer tout ça il y a 20 ans, mais donc, je leur ai lancé un défi pour pas qu'on refasse ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est de balancer une série de questions. On a ramené à 4 grandes questions, puis de nous parler un peu des défis, des solutions qui ont été mises de l'avant à la fois en France et au Québec dans deux contextes assez différents. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes de chiropratique sont à peu près partout dans le monde, à peu près semblables. Le processus d'accréditation est le même. Donc, on s'attendrait à des pratiques similaires, mais c'est totalement différent. Puis moi, ça m'a toujours fasciné. Donc, je vous demandais à Gérard de nous parler un peu de ça aujourd'hui. Je les ai présentés. En fait, Julie est impliquée avec toujours. C'est elle qui a implanté les premiers projets de recherche. Gérard est le coordinateur, responsable, directeur de la clinique à l'UQTR sur Saint-Lambert. Donc, confronté aux mêmes défis, mais pas toujours avec les mêmes solutions. Des petites images de la clinique. Ça, c'est notre conférence tampon. Si on prenait du retard, nous, on arrête à leur pile. Oui, voilà. Donc, la première question que je leur ai posée il y a de ça, déjà quelques mois, c'est comment les cliniques universitaires peuvent-elles concilier leur mission de formation, de recherche et de service? On a vu l'approche théorique avec Sébastien. Concrètement, comment on fait ça tout en maintenant un standard dans les services, un standard éthique et défi, en anglais, on dirait a loaded question. Donc, et en ayant des pratiques réellement équitables et inclusives. Je ne sais pas qui des deux voulait commencer. C'est moi. C'est ça. Je pensais que tu avais une question. C'était ma question. Ah, OK. Tu peux l'appeler? Non, non, c'est bon. C'est la première question. En fait, merci, Martin, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de présenter avec mon ami Gaylard. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et qu'on interagit, surtout quand je vais à Paris. J'adore ça. Donc, là, pour répondre à la première question, à la clinique universitaire, nous, on a débuté depuis environ 2 à 3 ans à former les étudiants avec les enjeux de l'EDI, l'équité, diversité et inclusion. Donc, on a commencé à former tout d'abord les cliniciens, puis ça, c'est pas nous, les cliniciens, qui ont formé les cliniciens, c'est vraiment avec le comité institutionnel de l'EDI, parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'EDI comme cliniciens. Donc, on a commencé à former les cliniciens, puis ensuite, on a formé les internes sur les enjeux de diversité, et une fois qu'on les a formés, on a fait plus des mises en situation. Moi, j'anime des ateliers avec différents types de patients également avec eux. Donc, ça fait environ 3 ans qu'on fait ces ateliers-là. Et cette année, on est un petit peu plus spécifique. On a fait venir le groupe Trans-Mauricie qui sont venus former les cliniciens pour pouvoir parler de leur réalité. Et aussi avec des patients partenaires. Donc, on avait des personnes trans pour que les cliniciens, on puisse se pratiquer sur nos questions d'entrevue puis tous les enjeux qui sont sensibles par rapport à eux. Et on va former les étudiants en deuxième lieu là, cet automne avec cette même équipe-là. Donc, nous, vraiment, les enjeux avec le DI, on a commencé vraiment à la clinique à intégrer tout ça. Mais je crois que c'est un peu différent avec la France. Donc là, je passe la POC, telle que les Canadiens avec les sabres. Ah, Gaylard. Gaylard, ce matin, c'est quelqu'un. Je suis désolé, on a été un peu allé. C'est assez bon, un peu dans la compréhension. Donc, alors oui, merci déjà de m'avoir invité. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe au Centre clinique d'Ivry, donc en France. Et c'est vrai que quand on a fait des échanges avec Julie, avec Martin sur la préparation de ce congrès, et que cette question a émergé des discussions, j'étais un petit peu
Ben, nous, en fait, inclusion, diversité, c'est quelque chose qui est beaucoup moins ancré dans la société française. Et donc, sur le coup, je me suis dit, mais enfin, bon, bah, Julie, tu vas parler toute seule de cette question parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait quand même pas mal de recherches. Et en fait, ce qu'on se rend compte, après, c'est l'organisation gouvernementale française. Il y a un nombre incalculable de gouvernements qui se succèdent et à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a toujours un nouveau plan qui émerge de ces discussions. Et donc, il y a plein de plans. Et donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plans qui étaient montés là-dessus. Donc, des plans contre la lutte contre le racisme, contre l'inclusion, contre la haine et discrimination et autres. Et donc, ce sont des choses qui restent très superficielles, qui ne communiquent pas véritablement vers les institutions, en tout cas les institutions de formation et de formation dans le soin. Et donc, c'est vraiment aux institutions de se renseigner pour pouvoir prendre connaissance de ce genre de choses et de mettre en application des stratégies pour pouvoir permettre d'avoir une certaine diversité au sein des centres cliniques. Alors, on a quand même mis des choses en place, c'est pas forcément on est en connaissance de ce genre de plan parce qu'il n'y a pas véritablement de communication des gouvernements, mais surtout dans un but de formation de nos étudiants, de les confronter à une certaine diversité et d'avoir une pratique qui permettrait véritablement l'intégration de différentes sensibilités, on va dire. Donc pour ça, on a essayé d'être plus pragmatique et mettre en place surtout des partenariats. Et c'est surtout via les partenariats qu'on a essayé de rapprocher nos étudiants de différents types de communautés. Donc on s'est mis en partenariat avec la Croix-Rouge, on s'est mis en partenariat avec Emmaüs. Je sais pas, Emmaüs, ça existe aussi, d'accord, au Québec. Donc voilà, des personnels. Non? D'accord. Donc, donc voilà, donc avec c'est ça, il y a de l'armée du salut aussi. Et puis on a aussi mis en place des partenariats avec des associations d'aide aux personnes sans papier, donc pour pouvoir vraiment avoir une capacité et de former nos étudiants à pouvoir prendre en charge différentes diversités de patients. Et donc on a essayé de pallier ce manque de diversité qu'on peut avoir, qu'on verra peut-être dans une prochaine question au centre clinique, via ces partenariats-là. Et puis on a essayé de mettre en place aussi parce qu'il y a une discrimination qui peut se faire aussi de l'ordre financier, où il y a des patients qui financièrement ont des difficultés à pouvoir se payer des soins comme on a, parce que les consultations dans la pratique de cabinet, en tout cas en chiropraxie, peuvent coûter assez cher pour les patients, ce n'est pas pris en charge en France par la sécurité sociale, donc il n'y a pas de prise en charge, je pense que ça se passe trop au Québec, mais donc on a mis en place des tarifications préférentielles un peu, comment on dit, dispensaires, où les patients peuvent payer des petites sommes de 5, 10 euros. Je ne sais pas ce que ça représente en dollars québécois, une quinzaine de dollars, je pense. Et donc voilà, donc ça nous a permis on a travaillé sur le terrain pour permettre d'avoir une certaine diversité, de proposer à nos étudiants une certaine diversité de patients, en tout cas, grâce à cette action-là. Il faut vraiment savoir qu'en France, l'approche sur Denis, elle est totalement différente. Dans un projet de recherche qu'on faisait avec une équipe médicale en Angers, alors que nous, on voudrait avoir le plus de données sur le statut socio-économique, l'éducation, le coaching, les culturels, tout ça. Là-bas, quand on a proposé le projet, on a besoin de bien comprendre pourquoi les gens se retrouvent dans ce service médical-là. Ils nous ont dit, ah non, pas le droit de poser des questions sur ça. Donc, c'est complètement différent. La façon de protéger ça, c'est de ne pas poser de questions, alors que nous, c'est d'avoir tout, tout, tout. Donc, c'est un peu confrontant les premières fois. Mais, bon, en termes d'éthique, souvent, ça commence ici en Amérique, puis ça migre, je dirais pas vers l'Europe, parce que pour l'instant, c'est vraiment juste en France. Il y a un petit retard, disons-le comme ça. Donc, je pense que la vague EDI va peut-être aussi se rendre jusqu'à Après, pour tout ce qui est données, comme tu disais, des demandes de données, je pense que ça n'évoluera jamais, ce genre de choses, parce que ça part du principe qu'on rentre dans la vie personnelle des gens, et ça, c'est très particulier en France, on ne rentre pas dans la vie personnelle. Alors qu'ici, vous avez peut-être fait votre recensement récemment, on veut tout ça. Ah oui. Ouais. Donc, la deuxième question que je vous ai posée, Julie, c'est quoi? Oui, je vais l'écouter. Donc, la recherche devrait-elle être considérée comme une compétence essentielle pour tous les cliniciens et cliniciennes, ou seulement pour certaines d'entre eux qui ont un profil professionnel particulier? Bon, je pense qu'on a tous envie de dire oui, mais il y a quand même un peu de substance dans
dans la réponse à cette question. Ben, c'est sûr que depuis que je suis embauchée à l'UQTR, ça fait quand même 17 ans, ça fait partie de la mission principale d'intégrer la recherche en clinique universitaire. Puis là, je suis un peu gênée de parler de ça devant la présentation de ce matin, quand même. C'est une présentation Un étoffée. peu aussi. Oui. Mais quand même, en fait, chaque année à la clinique universitaire, on a implanté des projets de recherche, puis on le fait de toutes sortes de formes. Puis ça représente vraiment, vous le savez, là, vous en faites, ça représente vraiment un défi, que ce soit organisationnel au niveau, j'ai entendu le mot convention collective, là. C'est un mot des fois qui peut être difficile dans l'implantation de projets de recherche également. Puis on a fait principalement deux types d'implantation. Là. Le premier, que Sébastien nommait ce matin, la recherche implantée, c'est-à-dire que le premier papier ici qu'on a publié, c'est vraiment une recherche où tout le personnel était mis à contribution. Donc, autant le staff administratif, les technologues en radiologie, les internes, les cliniciens, on a formé tout le monde sur des examens lombaires standardisés. Et tout le monde participait au recrutement de ces sujets-là, participait à la recherche. Donc, on a fait ça pendant environ un an et demi, ce projet-là, puis on a eu un paquet de défis, qu'on a également fait une autre recherche pour analyser la faisabilité de l'implantation de ces projets-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Puis on a aussi fait d'autres projets qui sont vraiment plus en parallèle. Donc, ça veut dire qu'on est à la clinique, on fait nos affaires, projet de recherche, mais on intègre les étudiants pour pouvoir venir voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, un des projets qu'on a fait, c'est du triage en troisième ligne. Donc, on voyait des patients provenant du département de neurochirurgie. Donc, juste avant qu'ils voient le neurochirurgien, nous, on faisait un examen physique complet. On voyait ces patients-là. Et les étudiants étaient amenés à venir observer ce qu'on faisait comme professeur clinicien, donc l'anamnèse, examen physique de cas très complexes et de participer à la décision clinique par rapport à ce projet-là. Donc ça, c'est plus facile comme professeur clinicien-chercheur d'amener les étudiants avec nous puis de venir observer. Donc ça répond plutôt à leurs besoins fondamentaux de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on fait des projets. Donc on a fait différentes choses comme ça à travers les années. Et aussi, c'est beaucoup plus facile, Sébastien a glissé un petit mot tantôt, c'est beaucoup plus facile quand on a des étudiants ambassadeurs. Hein. On a eu des étudiants ambassadeurs au niveau du premier cycle, surtout nos étudiants de laboratoire. Donc, quand ils sont impliqués à la clinique et que ça vient de eux et on les voit à la clinique, beaucoup plus facile que quand nous, on arrive, on dit, ben, on a un projet, puis il faut participer. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fait à la clinique, mais c'est pas intégré autant qu'à l'IFEC, par exemple. Donc, ça, je suis un peu jalouse de cette présentation-là. Eux, c'est vraiment une intégration. Donc, je vais laisser Gaylor expliquer. Merci. Oui, alors nous, c'est vrai que ça nous simplifie un peu la vie, parce qu'en fait, dans nos décrets, contrairement au Québec, la chiropraxie en France a été reconnue plus tardivement. Donc, on a une reconnaissance par la loi de 2002, puis après, on a eu des décrets d'acte en 2011 et la décret de formation sont arrivés, comme vous voyez, le 14 février 2018. Donc, ça a permis à nos différents dirigeants de pouvoir véritablement influer sur ce qu'il allait avoir dans le décret de formation. Et donc, c'est à ce moment-là que la décision de mettre vraiment un cursus avec une formation très détaillée dans la recherche faisait partie, ni plus ni moins, du cursus de base, à vrai dire. Donc, les étudiants, à partir du quatrième, enfin, dans toutes leurs années de formation, de la première à la cinquième année, ils sont sensibilisés à des thématiques de recherche, mais surtout à partir du moitié de leur quatrième année, donc dans les 3 derniers semestres, ils doivent faire un projet de recherche, un mémoire. Donc, ça les implique de facto dans les projets de recherche. Et comme tu disais, Julie, quand les étudiants sont motivés, en règle générale, toute l'infrastructure est motivée derrière parce que toutes les personnes qui travaillent sont là aussi pour accompagner dans la formation les étudiants. Donc, il y a quand même une activité qui se met en place via ça. Alors, pour répondre à la question de Martin tout à l'heure, oui, et de toute façon, c'est quelque chose qui fait partie du cursus. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites au sein du centre clinique par des étudiants, mais aussi par des doctorants, parce qu'on a des personnes qui sont doctorantes et qui viennent aussi en clinique faire des études ou de l'équipe de recherche, puisqu'on est une équipe de recherche. Et donc ça, ces études qui sont ici, c'est des études qui ont eu lieu au sein du centre clinique avec les mêmes méthodologies que Julie racontait, avec le recrutement des patients, avec les étudiants, les encadrants, enfin les cliniciens qui sont là aussi. Et donc ça, c'est les différentes études qui ont eu lieu les 2, 3 dernières années qui ont été faites. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que notre
programme de formation permet de proposer différents types de mémoires aux étudiants en fonction de leur motivation à continuer à faire de la recherche, donc avoir un master et puis peut-être aller vers un PhD. Donc on a des mémoires qui sont véritablement ce qu'on appelle l'initiation à la recherche, où on fait des études observationnelles ou rétrospectives, où ils vont faire une question de recherche, définir, faire comment dire, la sélection, l'extraction des données, faire des analyses de données. Et donc, ça, c'est le premier type de mémoire. Il y a aussi des mémoires de revue systématique, où là, ils se posent une question de recherche aussi. Ils vont faire une extraction de données et donc après, ils font la synthèse. Et la dernière, qui est en train d'être mise en place, et ça me faisait un peu écho avec la présentation de tout à l'heure, ça va être des analyses des pratiques. C'est une autre façon de faire un mémoire. C'est là, les étudiants vont se poser une question sur la réalisation d'un geste ou d'un respect, par exemple, de recommandations de bonnes pratiques. Il va aller observer des professionnels ou en centre clinique. Et puis après, il va voir si ces recommandations sont respectées et quelles actions pourraient être menées pour qu'elles soient respectées. Donc, c'est les trois types de mémoires qui sont réalisés. Donc, l'objectif, c'est de pas en faire des super chercheurs, voilà, sauf sur certains qui véritablement se dédient à ça. Mais l'objectif, c'est de former nos étudiants à avoir un esprit critique, de pouvoir détecter les informations intéressantes, savoir détecter les bonnes informations, et pour leur permettre de continuer à s'auto-former au fur et à mesure de leur futur travail professionnel, en fait. Et c'est vraiment ça notre objectif. Tout à fait. Puis notre ancienne collègue, les gens qui sont en santé musculo-squelettique connaissent peut-être, Charlotte Leboeuf, disait il faut en faire des utilisateurs de la recherche. Donc, c'est pas important qu'ils continuent à faire de la recherche après, mais c'est important qu'ils soient de bons utilisateurs. Il faut savoir que la profession chiropratique est arrivée assez récemment dans le monde des données probantes et de l'utilisation des données probantes. Donc, il y avait quand même un bon défi, pour ne pas dire un combat, à mener avec les anciennes pratiques, les traditions, et, je vais dire le folklore, mais je le dis positivement, là. Puis ce virage-là, on l'a fait en une quinzaine d'années à peu près, mais entre autres avec les stratégies mises en place à l'IFEC et à l'UQTR. La troisième question recoupe un peu la première. Dans quelle mesure la population qui consulte dans les cliniques universitaires reflète-t-elle réellement la diversité des populations desservies? Ça, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cliniques respectives, c'est un réel enjeu. Ici, sur le campus, les patients sont des étudiants, des professeurs, des gens socio-économiquement avantagés, avec des niveaux d'éducation très élevés. Donc, on n'a pas toute la diversité et la réalité du terrain. Quand on est étudiant à diplôme, les pratiques, ce sont essentiellement des entrepreneurs. C'est pas remboursé par le gouvernement. Donc, ils se frappent à une réalité terrain qui est tout autre que ce qu'ils ont vécu sur le campus. Et ça, on le vit, mais de façon différente dans les deux pays. Donc, quelle stratégie pourrait être envisagée pour améliorer la diversité et la représentativité des patients, des patientes des cliniques? Je vais répondre à la question. Bien, en fait, là, tous ceux qui travaillent et celles dans les cliniques universitaires, là, je pense que c'est un enjeu. Donc, nous, à l'UQTR, la clinique chiropratique, c'est entre 100 et 120 patients par jour qui viennent consulter, puis on est ouvert à l'année. Donc, vraiment tout l'été, là, puis de 6 jours semaine en plus. Donc, on en a des patients, mais on peut dire que principalement, ce sont la clientèle universitaire, comme disait Martin, des patients qui ont des raideurs au trapèze ou des étudiants, ou on va parler aussi du milieu sportif aussi, mais on veut pas que les étudiants graduent ayant vu simplement cette clientèle-là. Il faut qu'ils aient vu vraiment une clientèle très diversifiée. Donc, depuis plusieurs années, on a mis des critères. Ils sont obligés, là, sur 45 nouveaux patients, de voir au moins 20 cas complexes. On a défini des critères de cas complexes pour qu'ils aient voir cette clientèle-là diversifiée. Donc, nous, on a ouvert, on parle d'accessibilité à la première question, mais on a également des prix préférentiels pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Également, on a des partenariats avec Point de rue, donc des gens en réinsertion sociale, des sans-abri également. Même chose aussi pour des personnes habitant l'OMHTR. Donc, on essaie d'avoir accès à vraiment une clientèle qui n'ont pas accès, eux aussi, à la chiropratique dans le milieu privé. On sait que dans le milieu privé, c'est très dispendieux, la chiropratique, physiothérapie et compagnie. Donc, on essaie vraiment d'avoir une diversité de la clientèle.
En plus, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est qu'on a ouvert une autre clinique à l'intérieur de la clinique. C'est une clinique de soins spécialisés. Donc, ce sont des professeurs je le dis, là, c'est vraiment un service à la collectivité. Donc, moi, je suis là. Donc, j'ai des plages horaires le matin, puis je vois vraiment une clientèle spécifique. Donc, moi, c'est hernie discale, sténose-spinale. Là, c'est ces patients-là que je vois, souvent issus de l'hôpital. Et puis, les internes viennent avec moi pour observer ces cas euh, assez complexe. Puis j'ai une collègue qui fait la même chose, aussi en service à collectivité, en pédiatrie, femme enceinte, pour avoir ce roulement-là aussi à la clinique. Donc, on essaie de trouver des stratégies différentes pour que nos étudiants vraiment aient une diversité, pour que ça reflète plus aussi la clinique privée externe. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu échanger avec l'IFEC dernièrement pour dire, ben voici nos critères, parce que pour eux autres aussi ont les mêmes enjeux, pour vraiment partager c'est quoi des cas complexes, c'est quoi les critères pour qu'ils puissent aussi atteindre un peu le même nombre de patients également avec des complexités. Si je ne me trompe pas, c'est une exigence pour l'accréditation. C'est une exigence. C'est ça. Et nous, oui, nous, c'est exactement ça. Et c'est ça qui nous a rappelé l'importance de cette diversité, c'est que on a une accréditation qui doit avoir lieu l'année prochaine. Et donc, dans l'accréditation qu'on a eue il y a 8 ans, il y avait un petit point orange sur diversité de patients. Donc là, on s'est dit, mais la diversité, il faut qu'on continue à travailler dessus. Et quand on a fait des extractions de données, parce qu'on a un programme, enfin, une plateforme qui nous permet de faire des extractions de données, de regarder un petit peu ce qu'il en est fait, on a vu qu'on avait une diversité qui était pas trop mal en général quand on regardait tout le monde, mais quand on regardait étudiant par étudiant, c'était moins bien, on va dire. Il y a des étudiants qui étaient beaucoup dans des pathologies un peu chroniques et pathologies aiguës ou sur des problèmes appendiculaires au niveau des membres. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, la difficulté que l'on a, c'est que si on veut vraiment former bien nos étudiants, c'est qu'ils soient confrontés à une diversité aussi de pathologies. Et des fois, c'est un petit peu difficile. Parce que comme on avait aussi, on a pas mal d'étudiants qui sont en tant que patients, donc d'universitaires, et comme je suis d'accord, c'est plutôt de la bobologie, voilà, que vraiment de la pathologie, on va dire. Et autrement, on a aussi, par rapport au fait qu'on a des dispensaires, une population qui est plutôt des personnes qui n'ont pas beaucoup de soins ou qui ont difficulté d'accès aux soins et qui viennent consulter pour des fois même des situations qui sont en dehors de notre champ de compétences parce qu'ils ont besoin de voir un thérapeute et d'avoir un avis sur une situation. J'ai mal au ventre. Bon, je suis chiropracteur. Bon, d'accord, on va vous référer chez un médecin parce que donc voilà. Donc on a cette problématique-là et pour aider nos étudiants à être vraiment armés pour pouvoir travailler dans leur cabinet plus tard, on a essayé de mettre en place des partenariats. Donc on a des partenariats avec des clubs sportifs pour qu'ils aient des pathologies en adéquation avec une pathologie sportive, donc voilà, des sensibilités à ce genre de choses, ou avec des sociétés. Et donc là, dans ces cas-là, on a des personnes qui sont plus actives, donc des personnes d'âge moyen, on va dire, entre 25 et 55 ans, on va dire, et 55 ans, et donc qui, au centre clinique, a tendance à être un petit peu en deçà de ce qui se passe dans la vie en général. Donc voilà, c'est des stratégies qu'on essaie de mettre en place, en tout cas, pour essayer de permettre d'avoir une diversité. Et c'est vrai que on a échangé il n'y a pas très longtemps avec Julie là-dessus. Et c'est, je pense, une problématique qui est un peu mondiale sur cette problématique de comment on peut faire. Pendant un moment, on avait hésité à mettre en place la possibilité parce que pour valider la 5e année, enfin le parcours clinique à l'IFEC, il faut avoir un certain nombre de visites, avoir acquis un certain nombre de compétences, parce qu'on a mis l'évaluation par compétences pour valider certains stages. Et la question qui se posait, c'était est-ce qu'on introduit aussi le fait d'avoir vu un certain nombre de lombalgies, un certain nombre de cervicalgies, un certain nombre de problématiques de genoux, de chevilles, enfin voilà. Mais après, si on le met en place, il faut être en capacité d'abord, derrière, de pouvoir le suivre. Et on préfère d'abord s'assurer le fait d'avoir une certaine diversité avant de pouvoir peut-être introduire cette notion-là dans la formation de nos étudiants. Voilà. Il y aurait une question peut-être un petit peu plus rapidement. Je voudrais qu'on prenne 15 minutes d'échange pour revenir avec nous. Donc, quel rôle les cliniques universitaires peuvent-elles jouer pour soutenir et améliorer l'efficience du système de santé publique? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bon, ça, c'est un point qui vient me chercher, là, personnellement.
Donc, l'intégration de la chiropratique dans le système public, en fait, là, la phrase qu'on dit beaucoup au Québec présentement avec la refonte, là, c'est vraiment de voir le bon professionnel au bon moment et aux bons endroits. Là, on entend ça partout en première ligne. Et puis, la seule façon présentement qu'on peut positionner la chiropratique dans le système public pour répondre aux besoins de la première ligne, c'est vraiment via la recherche. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On a commencé par un programme, là, on a mis notre programme d'exercice, là, mais on a commencé par voir des patients en péri-opératoire puis faire des programmes de réadaptation chez ces patients-là pour répondre à un besoin qu'il y avait en neurochirurgie. Donc, c'est vraiment par la recherche qu'on le fait. Puis présentement, on a démarré quand même un gros projet depuis février. On travaille au GMFU, donc au groupe de médecine familiale universitaire à Trois-Rivières, où des chiropraticiens avec un projet de recherche, on fait du triage sur les patients ayant des problèmes de lombalgie. Donc, on essaie de désengorger puis de le faire, de faire du triage et tout ça, mais c'est toujours via la recherche. On n'est vraiment pas capable, pour l'instant, en tout cas dans mon programme, dans mon département, d'aller dans les milieux précisément. Donc, je suis un peu jalouse de ce que font l'IFEC. Il va falloir aussi que j'aille voir à Paris comment ça se fait. Je te le dis d'avance. Donc, je pense à Gaynor. Merci. Oui, alors, la recherche a été véritablement notre pas pour nous intégrer dans les milieux universitaires et niveau de l'hôpital en particulier. Pour parler des différents projets dont parlait Julie tout de suite, on a deux grands projets. On avait un projet à Bicêtre. C'était le premier projet où on est dans les services d'algologie, donc des soins de la douleur. On est entré via la recherche, mais là où c'était le plus flagrant, c'était véritablement au niveau du projet de Antoine, au niveau de l'hôpital Béclair, où on est un peu comme pour Julie, on a été intégré dans un projet de recherche dans un but de triage. Donc c'est au niveau de l'hôpital Béclair, c'est dans le service de chirurgie orthopédique rachidienne, où il y a des chirurgiens orthopédiques qui avaient une problématique, c'est que sur les 10 consultations qu'ils avaient dans la journée, par exemple, il y en avait une qui était un avis chirurgical et les 9 autres étaient référés parce que c'était pas du tout en adéquation avec le besoin du patient, on va dire. Et donc, par rapport à ça, on est intégré et c'est nous qui faisons le triage et on se rend compte que la grande partie des patients qui sont référés en chirurgie, une grande partie n'ont pas suivi les recommandations, en tout cas, n'ont pas eu un traitement conservateur pendant un certain temps. Et donc, c'est pour ça que nous, on est intégré là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette présence dans le service hospitalier qui était dans un but de recherche a fait que le service s'est rendu compte de l'intérêt de notre présence et l'objectif, c'est qu'on pérennise notre présence dans le service après l'étude qui devrait avoir lieu dans pas très longtemps, on va dire. Et donc, on a eu des discussions là pour qu'on reste véritablement dans le service. Et dans l'hôpital Bicêtre, maintenant, ça va faire 4 ans qu'on est dans le service, où on a apporté aussi ce côté de pluridisciplinaire de ces douleurs chroniques, et donc cette vue un peu de la chiropraxie dans ce genre de pratique. Et donc voilà, c'est vraiment la recherche qui nous a permis de mettre le pied dans la porte et d'empêcher après qu'il referme la porte tout de suite. Et donc on a réussi à s'initier à rentrer dans la pièce maintenant, en tout cas sur ces deux points-là. En tout cas, l'objectif, c'est que on développe encore plus de partenariats dans d'autres services encore. Oui, puis Voilà. Sébastien l'expliquait, quand on est centré sur le besoin, sur l'utilisateur, ben, il y a, il y a plus qu'un projet de recherche qui s'installe, il y a une pérennité, il y a une collaboration. Ces deux exemples-là que je connais pour y être allé. J'adore les bâtiments type Europe de l'Est de Leclerc. Centre Paris et périphérie de Oui, Paris, voilà, ça c'est tombe un ça. petit peu là. Mais ces deux projets-là répondent à des besoins très concrets. Puis il y a même un système de référencement où les patients peuvent revenir à l'IFEC. Exactement. Donc ça, c'est vraiment des intégrations très réussies. Très bon exemple dont on s'inspire. On a fait à peu près dans les temps.